Bienvenue dans Les Pépites de Paris-Saclay, le podcast qui vous plonge au cœur de la vie et de l'innovation d'un territoire d'exception. Ici, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et habitants construisent chaque jour le futur déjà bien vivant à Paris-Saclay. Des histoires, des projets et des découvertes qui changent le quotidien. Vous êtes au bon endroit pour explorer les pépites qui façonnent notre monde. Un podcast animé par Sylvain Allemand. Aujourd'hui, nous accueillons Élise Collin, chercheur en intelligence artificielle et télédétection à l'ONERA, le Centre français de recherche aérospatiale. Cet épisode s'inscrit dans une série dédiée à l'intelligence artificielle, conçue à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA, qui se tiendra les 10 et 11 février à Paris. Élise Collin, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur l'IA. Mais avant de nous expliquer ce que vous faites au regard de l'IA, j'aimerais revenir sur votre parcours, parce que quand on se penche sur votre biographie, ce qui vient à l'esprit, c'est l'idée que vous êtes un produit de Paris-Saclay. Est-ce que vous assumeriez cette étiquette et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous êtes un produit de Paris-Saclay ? Oui, alors je l'assume complètement parce que j'allais me définir aussi comme ça, étant donné que j'ai fait la plupart de mes études à l'école Supélec qui était déjà implantée sur le plateau à l'époque, et au fil du temps, j'ai eu une double formation également avec l'université d'Orsay à l'époque en physique théorique. De fil en aiguille, je me suis mis à retrouver des stages dans différents domaines et qui sont toujours restés ancrés sur le plateau de Saclay et ses environs. Et j'ai rejoint l'ONERA en 2002 pour y faire une thèse de doctorat. ONERA par la suite, dont j'ai intégré les équipes en tant qu'ingénieur de recherche. Donc voilà, je suis restée implantée sur le plateau avec à nouveau des activités d'enseignement sur les écoles de l'écosystème. Donc oui, on peut me définir comme étant un pur produit de Paris-Saclay. J'ai vu son évolution se mettre en place au cours de ma carrière. Alors l'ONERA, un mot sur comment les champs que ça recouvre et le champ que vous avez investi vous, à savoir l'imagerie radar. Alors l'ONERA, c'est donc l'Office national d'études et de recherche en aérospatiale. Ça va couvrir de très nombreux domaines différents en réalité, qui vont à la fois des mesures, des capteurs, jusqu'au traitement des données. Donc moi à l'époque, j'ai commencé ma carrière dans un département plus physique auprès des capteurs en électromagnétisme et radar, et par la suite j'ai intégré le département de traitement de l'information, qui est plus orienté aujourd'hui justement sur la prise en compte de toute la transformation qui porte sur les techniques d'intelligence artificielle de manière générale. J'ai spécialisé au cours de ma carrière mes activités autour de ce qu'on appelle l'imagerie d'observation terrestre, à savoir ce sont toutes les technologies qui adressent la formation et l'exploitation des images de la Terre prises à partir de systèmes aériens ou satellitaires. À partir de ces images qui ont un fort contenu physique d'information, on développe des algorithmes qui ont pour objectif ensuite d'aller tirer un certain nombre de produits ou d'informations utiles à d'autres applications. Dans ce contexte, depuis quelques années, avec le tournant IA, j'ai pris un petit peu la casquette de savoir comment profiter et intégrer la révolution, on va dire, associée au deep learning dans nos technologies, dans l'exploitation de ce type d'images qui sont des images très particulières. Alors on va y revenir à l'IA, mais encore un mot sur l'imagerie radar. Comment passe-t-on de l'imagerie radar à l'imagerie médicale ? Je pose la question parce que ce grand écart, vous l'avez fait en créant une spin-off qui développe un appareil permettant d'imager la vascularisation. Alors comment vous avez entrepris ce grand écart ? L'imagerie radar est un mode d'imagerie qui est très particulier en ce sens que il utilise des ondes électromagnétiques à certaines longueurs d'onde. C'est un instrument actif qui génère un phénomène qu'on appelle un phénomène de speckle en physique. C'est quelque chose qui apparaît sous forme de taches noires et blancs, on va dire pour simplifier, dans une image. Mais malgré tout, dans ce qui peut être considéré comme un bruit capteur, on arrive à extraire des informations physiques pertinentes là-dessus. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai toujours aimé faire le lien entre différents domaines, quels qu'ils soient, différentes échelles.
Et ça m'a mené, dès le début de ma carrière, à regarder où est-ce qu'on retrouvait ce phénomène de speckle à d'autres échelles. Et donc à travailler aussi étroitement avec un autre collègue qui travaille, lui, dans le domaine des lasers, et qui est confronté à ce même phénomène physique. De fil en aiguille, on s'est trouvé à échanger, à trouver les liens entre nos différents domaines d'activité, même s'ils pouvaient apparaître assez éloignés sur le papier. Et avec mon collègue, voilà, on a fait progresser une technologie qui nous a paru, à un moment donné, constituer une rupture technologique suffisamment importante pour qu'on ait vraiment envie de la valoriser et de la mettre en pratique dans le milieu médical. Parce que voilà, cette technologie réalisée à l'aide d'un laser permettait d'imager, donc de retrouver des informations liées à tous les micro-mouvements dans des systèmes complexes, donc des systèmes biologiques notamment, et appliquée à l'imagerie de la peau ou du corps humain nous permet de révéler des réseaux de microvascularisation, c'est-à-dire tous les vaisseaux dont le flux sanguin circule allègrement. Voilà, donc après, c'est une histoire de rencontre, un petit peu de sérendipité comme toujours, et d'envie en fait, d'envie que ces produits de la recherche, qui sont des produits en fait de longue haleine, trouvent une concrétisation effective et aillent jusqu'à la rencontre des médecins et du domaine applicatif, quoi. Impressionnant. Alors, imagerie, speckle, laser, mais l'IA dans tout ça, en quoi a-t-elle été utile à ce franchissement de frontières entre l'imagerie comme en radar et l'imagerie médicale? Alors, dans mon cas, c'est un petit peu particulier dans le sens où je ne vais pas dire que l'IA a été utile dans tout ce développement qui est venu bien en amont de cela. Mais par contre, à un moment donné, quand on voit ce qui se passe autour de nous, on peut pas rester en ignorant en fait le bouleversement dans les technologies qu'entraîne l'IA. Et donc, on s'intéresse à concrètement, pour notre domaine, qu'est-ce que ce bouleversement va apporter, comment on peut s'en emparer en quelque sorte. Après, nous, on est dans un cadre d'activité très particulier, en ce sens que la plupart des gains qu'on a vus ces dernières années se mettre en place, ils sont liés à la conjecture de deux facteurs pour moi, à la fois les puissances de calcul, donc ça on pourrait dire on peut en bénéficier, mais aussi et surtout à l'abondance en fait de données, d'un type donné, l'abondance d'images, l'abondance d'annotations à travers les données sur Internet. Et ça, par contre, dans notre domaine à nous, on l'a pas, parce que on n'a pas cette abondance de données, justement, qui sont des données qui sont que j'aime appeler moi comme non conventionnelles, en ce sens qu'on n'est pas du tout habitué à avoir des images de speckle au quotidien. Donc on se trouve dans un cas où on a cette spécificité forte qu'on doit prendre en compte si on veut pouvoir quand même tirer des bénéfices des progrès qui ont été faits dans ce domaine particulier. Donc voilà, tout mon jeu, j'allais dire, va être de savoir comment malgré tout on pourrait améliorer les traitements d'images qu'on met au point grâce à tout ce qui se passe autour de nous et en tenant compte de la spécificité qu'on a, c'est-à-dire peu de données, non conventionnelles, avec une information physique à l'intérieur très particulière. Voilà, on essaye malgré tout de profiter de l'avancement des technologies autour. Et alors, on y revient. Dans quelle mesure l'inscription de l'ONERA, de vos activités dans l'écosystème Paris-Saclay vous aide dans cette démarche? Je dirais que, comme toujours, on est au cœur de multiples collaborations potentielles, de multiples rencontres. Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est pouvoir me sentir non prisonnière juste d'un laboratoire lambda, mais de pouvoir justement explorer, croiser avec d'autres domaines de compétences. Je me suis toujours un petit peu positionnée comme ça aux interfaces aussi entre plusieurs communautés scientifiques très très variées. Là, dans mon cas, en tout cas pour l'observation terrestre en imagerie radar, il s'agit de faire quand même un grand écart en fait entre deux communautés scientifiques qui n'ont pas du tout les mêmes systèmes de fonctionnement, les mêmes échelles de temps. Savoir que l'imagerie radar est quelque chose d'un peu plus traditionnellement qui s'inscrit dans la durée, dans des développements de technologies au long cours, dans beaucoup de physique appliquée. Cette communauté-là ne parle que finalement très rarement avec des gens issus de la communauté intelligence artificielle, qui sont des gens qui sont plus issus du domaine de la computer vision ou de l'informatique, suivant comment on le définit, avec des sensibilités qui sont très très différentes, des échelles de temps qui sont pas du tout les mêmes, des manières de travailler qui sont pas du tout les mêmes non plus. Être à Paris-Saclay, c'est pouvoir à la fois dans les deux domaines rencontrer plein de personnes, c'est-à-dire à la fois du domaine applicatif, électromagnétisme, on travaille aussi avec des laboratoires de centrales Supélec par exemple,
Dans le domaine du radar, les entreprises associées, les startups qui se montent sur ces technologies-là, les capteurs, et puis le domaine de l'IA où là on va avoir là encore beaucoup de choses qui bougent dans cet écosystème, quoi. Est-ce que je me trompe si je dis qu'en vous écoutant, j'entends l'idée de vision presque culturelle de l'IA qui différerait d'une discipline à l'autre ou d'un champ professionnel à l'autre? C'est-à-dire, chacun y va aussi avec sa vision, son historique. Pour appréhender l'IA à sa propre manière, oui, je crois qu'en fonction des sensibilités de chacun, évidemment, les images qu'on s'en fait ou l'appropriation qu'on s'en fait ne sont pas les mêmes, effectivement. Oui. Alors, preuve que l'écosystème est mobilisé autour de l'IA. C'est tenu les 6 et 7 février un colloque à Polytechnique en prévision du sommet pour l'action sur l'IA. Je sais que vous en suivez l'actualité. Quelles sont vos attentes par rapport à ce sommet qui réunit des experts, des chefs d'État du monde entier? Je dirais c'est avoir un meilleur recul, une petite prise de température sur comment justement c'est perçu aussi à l'extérieur. Parce que nous on le perçoit de l'intérieur à l'échelle de notre équipe, à l'échelle de notre laboratoire. On essaye en tant que scientifique de faire passer un certain nombre de messages. C'est pas toujours simple, justement parce que ce qu'on disait juste avant, c'est en fonction des sensibilités et des domaines de compétences de chacun, ça va réveiller des échos très différents. Oui, je dirais c'est continuer à voir comment tout cela évolue et percevoir quelle image en ont d'autres scientifiques. Est-ce qu'il y a aussi une attente, on regarde des enjeux de parité et une attente à ce que la parité soit soluble dans ce vaste monde de l'IA? Je vous vois lever les yeux au ciel. Alors, je ne sais pas si ma participation à ces genres de manifestations va changer quelque chose dans le domaine, mais oui, c'est vrai que c'est assez particulier et que je m'interroge sur la très faible représentativité, encore une fois, des femmes dans ce domaine. Ça, c'est vrai. J'en ai pas encore percé tous les mystères, j'allais dire, parce que là, je trouve que ça s'illustre vraiment de manière assez frappante. C'est-à-dire que dans le domaine de l'IA, depuis qu'on voit beaucoup de choses circuler, je suis assez abasourdie par la faible représentation féminine qu'on y trouve. Il suffit de demander à n'importe qui quels sont les grands noms qui lui viennent à l'esprit de l'IA. Je mets au défi quiconque de me sortir le nom d'un modèle féminin aujourd'hui. Alors nous ne pouvons pas clore cet entretien sur ce diagnostic pessimiste. Dites-nous quelles sont vos espérances dans la démarche de formation, en quoi c'est un enjeu, y compris pour l'IA. Je pense qu'à partir du moment aussi où on va démocratiser l'IA pour tout un certain nombre d'applications différentes, ça peut aider à surmonter, j'allais dire, cet obstacle. Je donne des cours, par exemple, à Centrale Supélec dans le cadre de l'imagerie d'observation terrestre. Récemment, avec une autre collègue, qui est elle aussi une femme, donc nous avons encadré, supervisé un certain nombre d'étudiants sur des projets qui traitent de la manière dont on peut utiliser des données d'observation terrestre, radar ou autre, dans tout ce qui est lié à l'observation des glaciers notamment, donc de tout ce qu'on appelle la cryosphère et de leur impact sur le dérèglement climatique. Et là, on a été agréablement surprise en arrivant de constater une forte présence féminine. Alors, j'ai même un petit peu alpagué mes étudiants là-dessus. Est-ce que c'est juste sur ce groupe-là de sous-étudiants qu'on a une forte présence féminine, ou est-ce que c'est plus général que ça? Et ils m'ont tous dit, c'est un cours, ces projets s'inscrivent dans un cours un peu plus général qui représente plus d'une centaine d'étudiants, à forte composante féminine. Peut-être parce qu'il y a des enjeux justement auxquels les femmes sont on va dire, plus représentées que les hommes. Voilà. Elles sont peut-être plus investies dans ces enjeux sociétaux qui sont très très forts, parce qu'elles ont cette responsabilité à cœur, en tout cas de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter là-dedans. Et c'est vrai que du coup, si l'IA apparaît comme une
une technologie, on va dire, utile à ce genre de propos, force est de constater qu'elle va se répandre aussi, j'allais dire, à travers la gente féminine, quoi. Donc, c'est une manière pour moi de me dire, l'IA, c'est un outil, c'est pas juste quelque chose de high-tech avec un enjeu économique qui va être appréhendé par des hommes, mais tôt ou tard, il faudra que tout le monde s'en empare si on veut être efficace. Merci pour ce message. Merci, Élise Collin. Merci, Sylvain. Merci. Vous venez d'écouter Les Pépites de Paris-Saclay, un podcast produit par l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'innovation, de la recherche et des talents qui transforment le quotidien. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir une nouvelle pépite de Paris-Saclay.